emboîter le pas à la formation initiale, c'est-à-dire de recruter des étudiants avec le bac, voilà, qui vont intégrer l'institut, qui vont faire 3 ans pour sortir avec une licence. Ah, donc c'est le niveau bac qui est requis pour ceux qui veulent étudier les métiers de la mer. Oui, oui, c'est bien ça. D'accord. Oui. Mais bon, est-ce qu'il y a aussi une formation nécessaire avant de pouvoir travailler dans le domaine, dans ce domaine précis? Pour ceux qui ne sont pas au niveau de bac, mais qui travaillaient déjà, faudrait-il pour eux nécessairement un niveau de formation? Oui, ceux qui travaillent déjà, peut-être qu'ils n'ont pas eu le bac avant de commencer par travailler, mais qu'ils ont eu de l'expérience ou bien qu'ils ont fait des formations. Et là, ils doivent déposer un dossier à la direction des affaires académiques de la scolarité qui va leur délivrer une équivalence, ou bien au niveau du ministère de l'enseignement supérieur qui va leur délivrer une équivalence. Et donc, si l'équivalence, le diplôme que leur a délivré équivaut au bac, donc ils peuvent intégrer la formation. Oui. Ah, donc, chaque année ou tous les ans, vous accueillez quand même de nouveaux prétendants. Bon, quand nous avons commencé, l'université a exigé que nous terminions avec la première vague, histoire de voir l'impact de la formation, et puis également de voir si le marché pourra consommer ce que nous avons formé. Et donc, nous avons commencé il y a de cela 3 ans. Cette année, les étudiants vont sortir avec la licence, et donc l'année prochaine, nous allons commencer avec une autre vague. Et il n'y a pas de chevauchement entre ce que vous faites là et les IFAD que nous avons ici et là? Non, il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas de chevauchement. Alors, professeur, revenons maintenant au grand sujet qui nous préoccupe ce matin et qui préoccupe les Togolais. Une constitution, dès lors qu'elle naît, se développe aussi selon les constitutionnalistes. Mais ma question, elle est de savoir, est-ce que la constitution ou toute constitution est appelée à mourir aussi? Oui. Malheureusement, les institutions, et comme c'est les hommes qui les créent, qui les mettent en place, les institutions ont un cycle de vie pareil au cycle de vie humain. Les institutions naissent, grandissent, évoluent et puis meurent. Mais en ce qui concerne la Constitution, une Constitution est appelée à disparaître du jour au lendemain. Alors, le contexte peut exiger que la Constitution disparaisse, ou bien des circonstances peuvent exiger que la Constitution disparaisse. Mais quand la Constitution disparaît, c'est comme on dit, le roi est mort, vive le roi. Quand une Constitution disparaît, une autre doit prendre immédiatement la place pour éviter qu'il y ait un temps, ce qu'on appelle le vide juridique, qui est un temps où il n'y a pas de texte qui pourrait régir la vie des institutions ou de l'État. Donc, il y a forcément, peut-être on peut dire, il y a une mort et puis une résurrection qui suit. Ah oui, une mort et une résurrection qui suit. Et mais finalement, c'est quoi la constitution d'un pays? Alors, la constitution, c'est, disons, la loi fondamentale ou suprême que se donne un peuple libre. Voilà. Et cette constitution, c'est le statut de l'État. C'est le statut de l'État. Quand vous créez une association, l'association a un statut. Donc la Constitution, c'est le statut de l'État. Et c'est la Constitution qui définit les institutions de l'État. Quelles sont les institutions qu'on doit avoir dans une Constitution? Dans l'État, c'est la Constitution qui le dit. Quelles sont les compétences? Ou bien, et comment doit-on arriver à exercer une fonction? Et quand la fonction finit, c'est la Constitution qui le dit. Qu'est-ce que l'institution doit faire? C'est la Constitution qui le dit. Et en dehors de ça, la Constitution prévoit des institutions qui vont protéger les droits de l'homme, qui vont régler les conflits entre les institutions qu'elle a même créées. Donc, la Constitution prend en compte tous ces aspects. Mais des fois, on dit aussi que, souvent que la Constitution d'un pays tient compte des aspirations de la génération à venir. Une contre-vérité ou bien c'est l'un des éléments dont tient compte aussi toute constitution au monde? Alors, c'est un peu complexe parce que vous connaissez, il y a un principe de droit ou bien qui est dans une convention internationale qui dit que tout peuple a le droit d'améliorer ou de changer ces textes, même les meilleurs, et qu'aucune génération ne peut soumettre une autre génération à ces tests. Donc ça veut dire que chaque génération a le droit de faire ce test. On ne peut pas faire un test aujourd'hui en disant que ce test concerne les générations futures. Non. Les générations futures auront le temps de faire leur test. Oui. Et donc, quand vous mettez en place une constitution, c'est pour régler une situation, ou bien c'est pour régler la vie de l'État. Et quand l'État évolue,
quand les institutions évoluent, quand la vie évolue, la vie de l'institution évolue, que la société évolue, il faut que la Constitution puisse également prendre en compte cette évolution en s'adaptant. Oui. Ah oui. Aux nouvelles donnes. Aux nouvelles donnes. La Constitution doit s'adapter aux nouvelles donnes. Et c'est pour ça que dans la Constitution, il est toujours prévu une disposition révision constitutionnelle où on donne la possibilité à certaines institutions pour pouvoir faire cette œuvre d'adaptation permanente de la Constitution. On peut parler il y a une adaptation qu'on peut appeler tacite. Ça, c'est une adaptation qui vient du juge. Quand le juge interprète par exemple un texte de la Constitution, le texte qui a été voté par exemple, en 1900, le juge peut, à travers l'interprétation, l'adapter en 2000. Il y a également le monde politique, les politiciens qui peuvent également donner, puisque le chef de l'État dans tous les pays au monde, le chef de l'État est également un interprète de la Constitution, puisqu'il est la Constitution. Donc, les chefs d'État ont également cette mission d'interpréter la Constitution. Voilà. Donc, cette interprétation peut s'imposer à la classe politique, ou bien la classe politique elle-même peut arriver à un moment donné à donner une interprétation qui sera unanime et qui sera acceptée par tout le monde. Donc, l'interprétation de la Constitution permet, au-delà de la révision, d'adapter le temps au temps. Oui, mais c'est la Constitution, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la loi fondamentale d'un pays, ou bien c'est le statut qui réglemente et règle les situations, les différentes situations dans un pays. Mais est-ce que la loi fondamentale est au-dessus des instruments juridiques internationaux auxquels le pays est État partie? Alors, on va faire un peu œuvre de pédagogie de ce. Alors, sur la question, il y a deux thèses fondamentales qui s'affrontent. Il y a la thèse qu'on appelle les monistes et la thèse qu'on appelle les dualistes. Alors, pour les premiers, les constitutions sont supérieures aux accords internationaux. D'accord? Mais pour les seconds, les constitutions dans l'ordre juridique interne sont supérieures aux accords internationaux, mais dans l'ordre juridique international, donc c'est les conventions qui l'emportent sur les Constitution. Ça, c'est la deuxième thèse. La deuxième thèse. Et quand vous prenez la Constitution togolaise, par exemple, il est dit que lorsque le chef de l'État ou le Premier ministre veut signer ou le Parlement veut ratifier une convention, donc il faut forcément chercher à voir si la convention ne comporte pas une disposition qui serait contraire à la Constitution. Si la Cour constitutionnelle qui est saisie constate que la Convention comporte une disposition qui est contraire à la Constitution, on ne peut pas signer cette Convention ou ratifier cette Convention, à moins de réviser la Constitution et de l'adapter à la Convention. Si la révision a eu lieu, là, on peut signer ou ratifier. Donc, ça, c'est disons, d'un point de vue constitutionnel et d'un point de vue théorique. Mais les États, du fait de leur souverainisme, de leur souveraineté, sont réticents à accepter que les conventions puissent l'emporter dans leur juridique interne. Et quand vous vous rappelez, c'est le système français que nous utilisons avec les jurisprudence. Quand vous prenez le système constitutionnel français, par exemple, le Conseil d'État français, à un moment donné, a dû dire que les conventions internationales ne sont pas supérieures aux lois constitutionnelle française, aux lois internes. Voilà, et c'est comme ça pour le Togo aussi? Oui, c'est la même. Le Togo copie l'exemple de la France en quelque sorte. On ne copie pas, puisque nous avons les mêmes traditions, traditions juridiques que nous avons héritées de la colonisation, nous avons les mêmes pratiques juridiques et autres. Donc, de temps en temps, on peut voir ce qui se passe de l'autre côté, mais on ne copie pas systématiquement. On ne copie pas systématiquement. Revenant au bruit qui court ces derniers temps, une démarche de modification de la Constitution est en cours actuellement à l'Assemblée nationale. Ma question à vous, professeur de droit public, ouais. Qui ou quelle institution est habilitée à proposer ou à faire la révision d'une constitution? Alors, c'est la Constitution elle-même qui prévoit les institutions qui doivent faire sa révision. D'accord. Alors, en dehors du peuple lui-même, le peuple peut
faire la révision de sa constitution. D'accord? Comment? C'est ce qu'on appelle l'initiative populaire, c'est-à-dire l'article 4 de la Constitution togolaise qui fixe les conditions, bon, de signature, ainsi de suite, et le peuple peut lui-même proposer une disposition en vue de la révision de sa constitution. Maintenant, en dehors de cette intervention directe, les représentants du peuple, c'est-à-dire les parlementaires, donc les députés peuvent également demander ou faire une proposition de révision de la Constitution. En dehors des députés, le chef de l'État, constitutionnellement, a également l'initiative de révision de la Constitution à travers le projet de révision constitutionnelle. Donc le chef de l'État peut l'initier, oui. Les députés à l'Assemblée nationale, oui. Ainsi que le peuple à travers une sorte de pétition. Oui. D'accord. Mais au niveau des députés, il semble que la loi a donné des précisions. Oui, au niveau des députés, d'abord, il faut 1/5 des députés à l'Assemblée nationale. 4/5 ou bien 1/5? 1/5. 1/5. Oui, pour l'initiative. Ah, d'accord. Pour l'initiative, c'est-à-dire déposer la proposition. Et donc, après ça, si là, il doit y avoir toujours une discussion, ainsi de suite. Si on veut passer au vote, pour que la proposition de révision puisse passer ou bien être adoptée, il faut que l'Assemblée nationale dans son ensemble l'ait voté au 4/5 de ses membres. Il faut 4/5 des membres des députés à l'Assemblée nationale, oui. Avant que cela ne soit accepté ou bien voté. Donc cela fait à peu près 16 personnes, 16 députés sur le 91. Pourquoi ce grand nombre? Alors c'est pour éviter que la Constitution ne soit révisée à tout moment, que de petites majorités puissent remettre en tout cas ce qui constitue l'ossature ou le fondement même de l'État. Voilà, donc parce que une sorte de limite, on dirait. Oui, les dispositions sont faites de telle façon que si on doit réviser la Constitution, il faut quand même qu'un grand nombre de députés puissent accepter la révision. Voilà, contrairement aux lois ordinaires qui sont votées à la majorité simple. À la majorité simple. Oui. Mais à la lecture de l'exposé des motifs des députés à qui s'apprêtent à faire donc cette modification, on voit là, s'agit-il d'une révision constitutionnelle ou bien une réécriture ou la réécriture d'une nouvelle constitution? Alors, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Oui, en fait, ce qui se passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui, donc je voulais faire une petite précision. Alors, une constitution, lorsqu'on révise une constitution, on modifie une constitution, ce n'est pas le nombre d'articles qu'on révise qui détermine le changement ou non. On peut réviser dans une 2 articles et changer toute la constitution. Tout comme on peut réviser une 50aine d'articles, mais la constitution restera toujours pareille. Bon, ça c'est une précision. Mais en ce qui concerne ce qui est en marche aujourd'hui, c'est un changement de constitution. Un changement de constitution. Donc, une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution. Pure et simple. Oui. Hein? Oui. Oui, parce que quand vous analysez à peu près les tenants et les aboutissants de cette constitution, l'idée qu'on veut mettre en place, donc forcément, c'est un régime politique qui est différent de ce que nous avons aujourd'hui. Donc fondamentalement, c'est un changement de constitution. C'est une nouvelle constitution que nous allons avoir. On va y revenir tout à l'heure pour pouvoir essayer de voir ce que cela va induire. Mais je vais vous inviter à écouter votre confrère, professeur Komi Wolu, qui s'est prononcé sur la démarche qui est en cours à l'Assemblée nationale. Alors, mais sans Haïti, s'il vous plaît, faites-nous écouter professeur Komi Wolu. L'Assemblée actuelle n'a plus le pouvoir de modifier la constitution togolaise. Certes, l'article 52, dernier alinéa dispose: les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sortant, par fin de mandat ou dissolution, restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs. Il existe en droit un principe essentiel selon lequel la loi cesse là où cesse sa raison d'être. Chaque loi, chaque article, quel qu'il soit, a une raison d'être. Et c'est justement pour cette raison qu'il faut se demander quelle est la raison d'être de l'article 52, dernier
alinéa. Il s'agit pour le constituant togolais de permettre, alors que le mandat des députés a pris fin, de répondre aux situations d'urgence pour que l'État puisse faire face aux situations d'urgence alors que le mandat des députés a pris fin, ou encore lorsque l'État est dans l'impossibilité d'organiser les élections alors que le mandat a pris fin. La situation actuelle dans laquelle la constitution togolaise est en train d'être modifiée ne correspond ni à une situation d'impossibilité ni à une situation d'urgence. L'article 52 n'a pas pour finalité d'autoriser une prorogation artificielle du mandat des députés. Il existe une différence entre l'exercice d'un mandat et rester en fonction alors que le mandat a pris fin. Il en résulte que normalement, cette assemblée dont le mandat a pris fin ne devrait même pas pouvoir être convoquée pour une session ordinaire. À plus forte raison pour la modification de la Constitution qui est le texte fondamental de notre pays. Voilà, professeur agrégé de droit également à l'université de Lomé, c'est votre collègue. Alors, vous l'avez écouté, tout de suite votre réaction. Alors, je suis très réservé sur son raisonnement. Très réservé, pour ne pas dire, je ne suis pas d'accord avec son raisonnement. Alors, expliquez-nous. Alors, j'explique. Le professeur Oulou dit, bon, je peux parler de lui, il n'est pas là, je peux parler de lui. Non, oui, vous parlez, puisque nous vous l'avons fait écouter. D'accord, ok. Alors, le professeur Oulou dit, il y a un principe essentiel en droit. Ce principe est écrit où? La loi cesse là où cesse sa raison d'être. C'est écrit où? Vous savez, la réaction d'un juriste, c'est que quand vous-même qui êtes là, quand quelqu'un vous dit, vous n'avez pas le droit de faire ceci, demandez-lui, c'est écrit où? La personne doit pouvoir vous dire, voilà le test, voilà là où c'est écrit, que vous n'avez pas le droit de faire ceci. Alors, il existe un principe essentiel. D'abord, qui dit que c'est essentiel? C'est lui-même qui dit que c'est essentiel. La loi cesse là où c'est sa raison d'être. Ce principe existe, oui, mais où? C'est écrit dans la Constitution. Si c'est écrit dans la Constitution, ce principe s'impose aux députés. Mais le principe n'est écrit nulle part. C'est comme je peux me lever et dire, oui, il y a le principe de nécessité. Quand moi je dis, par exemple, à contrario de ce qu'il dit, quand je dis le principe de nécessité, ça veut dire la nécessité fait loi. Il me dira quoi? Oui, il existe un principe. Le principe de nécessité dit la nécessité fait loi. Alors il me dira quoi? Il me dira, oui, mais c'est écrit où? Donc, le juriste raisonne à travers les tests. D'accord. Mais il a mentionné, évoqué beaucoup de choses en disant d'abord le mandat des députés actuels a pris fin. Et ils sont, là je le paraphrase, sont en train d'expédier les affaires courantes, pour ne pas dire, sont en train de gérer les urgences. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que... Il a fait allusion à l'alinéa 10 de l'article 50. Je vais revenir. Je ne suis pas d'accord parce que quand le collègue Oulou dit il y a une différence entre exercer un mandat et rester en fonction. Moi, je voulais poser la question tout simplement. Lorsque on vous dit rester en fonction, vous restez là-bas pour faire quoi? Vous avez exercé un mandat où on vous dit vous restez en fonction. Vous restez là-bas seulement pour inaugurer la chrysanthème, pour regarder les vaches qui passent. Il y a un souci. Expédier les affaires courantes. Bon, ok, d'accord. Pour expédier les affaires courantes, expédier les affaires courantes, c'est exercer. C'est exercer une fonction. Ou bien? Oui, c'est exercer une fonction, expédier les affaires courantes. Maintenant, je voudrais faire cette précision. Vous savez, en droit constitutionnel, quand le Premier ministre ou bien le chef de l'État demande au Premier ministre de démissionner, ou le Premier ministre démissionne, il va remettre sa démission au chef de l'État. Et le chef de l'État peut dire, ok, je reçois votre démission, mais je vous renvoie à la gestion des affaires courantes le temps qu'on nomme un nouveau Premier ministre et qu'un nouveau gouvernement soit formé. Pourquoi? Parce que l'État ne peut pas s'arrêter de fonctionner. C'est le principe de continuité de l'État. L'État ne peut pas s'arrêter de fonctionner, et donc comme l'État ne peut pas s'arrêter de fonctionner, celui qui est là doit exercer les affaires courantes jusqu'à ce que le successeur
soit désigné. Mais la théorie des affaires courantes, mais elle ne concerne que les gouvernements, elle ne concerne que les autorités désinvesties. Un gouvernement démissionnaire ou une autorité désinvestie. Mais est-ce que le Parlement, l'Assemblée nationale actuelle, est-ce que l'Assemblée nationale est désinvestie? Est-ce que l'Assemblée nationale est démissionnaire? Non, ne confondons pas les choses. Oui, mais dans ce cas, il a soulevé aussi, est-ce que cet article donne ou fait prorogation tacite du mandat des députés? Non. Justement, est-ce qu'on n'a pas précisé, on n'a pas fixé la date des élections pour les députés? C'est le 20 avril. Mais comment on peut dire alors dans ce cas de figure qu'il y a une prorogation tacite du mandat des députés? Je ne comprends pas. Maintenant, revenons à l'article 52. Oui, le fameux article. Le fameux article 52. Et justement, il dit qu'il y a une raison d'être. Il y a une raison d'être de l'article 52. Toute la une raison d'être. Oui, il y a une raison d'être de l'article 52. L'article 52, sa raison d'être, c'est d'éviter ce qu'on appelle en droit, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce concept, le vide juridique. C'est-à-dire que vous avez une mandature dont le mandat arrive à échéance ou prend fin. Si on n'organise pas les élections dans les délais, alors ça veut dire que le Parlement, ou bien l'Assemblée nationale, dont le mandat finit, mais qui n'est pas encore remplacé, va travailler dans l'illégalité ou l'illégitimité. Parce qu'il y a un vide, il n'y a pas un texte qui soutient son action pendant ce moment-là, ce vide, ce temps-là. D'accord? Et c'est parce que on veut éviter cela que cette disposition a été introduite dans la Constitution togolaise. Alors, je reviens maintenant toujours à ce qui se passe à l'Assemblée nationale quand vous l'avez dit que maintenant nous sommes en train d'aller à la réécriture d'une nouvelle constitution. Ce qui voudra dire 5e République. Bon, tout dépend, 5e République ou 4e République rénovée, tout dépend, parce que, comparaison n'est pas raison, parce que si vous prenez la Constitution française, par exemple, de 1958, mais qui a été révisée 25 fois, d'accord, 25 fois, cette constitution, ce n'est plus la constitution de la 5e République, mais on l'appelle toujours constitution de la 5e République. Vous voyez? Donc, même au niveau français, la doctrine a toujours dit qu'il faut aller vers une 6e République parce que cette constitution n'est plus pareille à celle initiale. Voilà. Donc, est-ce qu'on va changer de République? On n'en sait rien. Ça, c'est une décision du souverain. Du souverain. Ouais. Alors, pourquoi c'est maintenant que les députés procèdent à une telle modification puisque nous sommes à un mois, aujourd'hui 20 mars, un mois jour pour jour des élections? Alors, c'est la Bible qui dit qu'il y a un temps pour tout. Hein? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Donc, est-ce que si le temps politique est arrivé à cette condition de mourir, oui, c'est l'autorité. Hein, c'est ceux qui ont l'initiative de procéder à cette révision, modification, c'est à eux que revient alors l'opportunité de décider du temps. Du temps politique. C'est à eux de décider du temps politique. Mais d'aucuns, vous avez écouté les uns les autres, ici ou ailleurs, la classe politique togolaise est vent debout contre une telle modification. Alors la classe politique, je pense qu'il faut revoir un peu l'expression de la classe politique. C'est pas la classe politique dans son ensemble, parce que ceux qui sont à l'Assemblée nationale, ceux qui sont en train de discuter de cette révision modification, ils font partie de la classe politique aussi. Ou bien. Donc on ne peut pas dire que toute la classe politique togolaise est vent debout contre. Peut-être qu'on peut dire que c'est l'opposition extra-parlementaire, parce qu'il y a une opposition intra-parlementaire. Alors, quelle lumière voudriez-vous bien apporter à ceux qui estiment que le gouvernement, de concert avec ces députés qui sont porteurs donc de ce projet, de vouloir retirer aux Togolais le droit d'élire leur président au suffrage direct au profit donc des députés? Alors, vous savez, les députés, quand l'Assemblée nationale est en réunion, bien en session solennelle pour réviser une constitution, ils ne sont plus des députés. Ce sont les représentants du souverain. C'est ce qu'on appelle le constituant dérivé. Il y a le constituant originaire qui est le peuple et le constituant dérivé qui est le Parlement. Quand le Parlement est dans sa formation... Le peuple l'a mandaté. Le peuple l'a mandaté. Et donc,
lorsque le Parlement est dans cette session pour réviser la Constitution, le Parlement devient un constituant. Ce n'est plus des députés comme on l'a l'habitude, ce sont des constituants, n'est-ce pas? Et donc, à partir de ce moment, ils sont les représentants du peuple et nous les avons élus pour exprimer notre volonté, c'est-à-dire pour exprimer la volonté du peuple. Ils n'ont pas un mandat impératif, mais ils sont les représentants du peuple. Et c'est le peuple qui les a mandatés. Et non, ils peuvent agir au nom, en place et pour le compte du peuple. Oui. Et quelle est l'urgence? L'urgence en termes d'aller à une telle modification. Je vous ai dit tout à l'heure que le temps politique n'est pas le temps juridique. Et donc, c'est les politiciens qui ont demandé, qui ont estimé à un moment donné qu'il faut passer. Et donc, au regard, vous avez parlé tout à l'heure de la question de sécurité et autres, oui, au regard de tout cela, je pense que c'est ce qui, puis vous lisez le exposé des motifs, vous avez des éléments. Ils disent même une partie, c'est de s'adapter ou bien adapter la constitution qui va être votée aux évolutions du contexte sociopolitique, économique, et technologique dans lequel notre société se trouve. Oui, vous savez, en tout cas, moi, je suis en train de parler, je suis un technicien. Voilà. Donc, voilà, je suis pas un technicien. C'est la pédagogie. La pédagogie. Donc, je ne suis pas politicien. Alors, vous savez que dans notre pays, et si je veux extrapoler, vous prenez le Niger, le Mali, le Burkina Faso, les coups d'État qui ont eu lieu récemment, ce sont toujours des coups d'État qui portent sur le chef de l'État. Alors, il me semble que dans cette idée de modification, on veut démystifier la fonction du chef de l'État. On veut démystifier la fonction du chef de l'État en faisant en sorte que le chef de l'État ne soit plus élu directement par le peuple, mais élu de façon indirecte, c'est-à-dire le Parlement réuni en sa session extraordinaire ou en sa session solennelle. Donc, et ça là, ce mécanisme, ça, ce n'est pas le Togo qui l'inaugure. Ils ont cité les exemples de l'Afrique du Sud. Non, prenez l'Afrique du Sud. Angleterre, etc. Oui, prenez l'Afrique du Sud. Le chef d'État sud-africain, il est élu par le Parlement. Et il est dégommé, ou bien il est remplacé par le Parlement sud-africain. Donc, oui, mais changer la constitution, ou bien abandonner l'ancienne pour la nouvelle qui est en gestation là, est-ce que c'est réservé exclusivement aux parlementaires de le faire? Les parlementaires peuvent le faire. Le parlementaire, si vous prenez l'article 3 de la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. Il l'exerce directement ou par ses représentants. Donc les représentants sont souverains. Voilà, donc les représentants peuvent procéder à un changement de Constitution. Oui, mais moi je voulais poser une question. C'est nous qui la posons ici. Oui, je vous pose pas la question. Oui, d'accord, à l'opinion. Oui, à l'opinion. En cas de coup d'État, qui change les constitutions? Ce n'est pas les militaires. Les militaires ont quelle légitimité? Vous avez 2 ou 3 militaires qui font un coup d'État, qui changent une constitution, et tout le monde pense que c'est normal. Mais les représentants du peuple, quand ils veulent changer de constitution, on pense que c'est pas normal. Il envoie toujours donc à l'Assemblée nationale de transition, le plus souvent. Mais il y a une constitution provisoire qui est toujours proclamée. Quand on dissout les institutions, il y a une constitution provisoire qui est toujours proclamée. Maintenant, quand vous avez 2 ou 3 militaires qui proclament une constitution, vous pensez que ça c'est légitime. Mais quand c'est les représentants du peuple, on dit c'est illégitime. Je ne comprends pas. Et nous allons marquer la pause, professeur, pour revenir tout de suite pour la suite, donc la seconde marche donc, de ce débat en écriture. Alors, si jamais on adopte ou bien on migre vers le régime parlementaire, est-ce que cela n'aura pas des implications? Oui, forcément, fondamentalement, je pense que c'est le but. Dans un régime parlementaire pur et dur, parce que le régime parlementaire est plus matiné de présidentialisme, de critères de présidentialisme, mais dans un régime parlementaire pur et dur, la fonction du chef de l'État est une fonction honorifique. Alors, ça veut dire que le chef de l'État est dépouillé de la plupart de ses fonctions. D'accord? Et il y a ce qu'on peut appeler
un transfèrement des compétences du chef de l'État ou de ses pouvoirs les plus essentiels au Premier ministre. Alors ici maintenant, le Premier ministre devient véritablement un chef de gouvernement. Il est le chef de gouvernement et le Premier ministre détermine la politique de la nation. Ah, d'accord. Oui, il détermine, ce n'est plus sous le président de la République, non. Il détermine et conduit la politique de la nation. Et donc il nomme aux emplois, ainsi de suite. Donc il recouvre en réalité la plupart des compétences qui lui ont été à un moment donné spoliées. Oui. Donc, mais le chef de l'État, vous savez, l'exemple type, c'est le régime allemand, qu'on appelle régime parlementaire rationalisé, ou le régime britannique. Vous voyez, la reine, elle est chef d'État, hein, ou bien le roi est chef de l'État. Donc le roi actuel, il est chef de l'État britannique. Mais c'est le Premier ministre qui est vraiment au chevet de la politique, c'est lui qui fait tout. Et le chef de l'État, lui, il est maintenant rangé dans un rôle purement honorifique. Il n'a plus vraiment une politique à appliquer. Puisqu'il n'est plus élu au suffrage universel direct, il n'est plus responsable d'une politique, quelle qu'elle soit. Et donc, c'est les décisions que le chef de l'État prend, par exemple, doivent être contresignées par le Premier ministre. Parce que c'est le Premier ministre qui devient responsable de cette décision. Lui, il est politiquement irresponsable. Parce qu'il ne met pas en œuvre une politique publique, il n'exécute pas une politique. Comme ça se passe en Allemagne, en Angleterre ou bien en Israël, etc. Voilà, donc c'est le Premier ministre qui est aux affaires, qui a toutes les compétences, qui a tous les pouvoirs et qui maintenant va exécuter. Oui, mais c'est un peu complexe par rapport au cas sud-africain, tout à l'heure vous l'avez cité, mais le Parlement choisit plutôt le président. Oui, le Parlement choisit. Mais ici, comment ça va se passer? Oui, c'est le Parlement qui va choisir, qui va élire le chef de l'État. Sans débat, ensuite. Donc, il élit le chef de l'État. Mais ils ont dit sans débat. Oui. Voilà. Et le Premier ministre aussi, il est élu par le Parlement, mais l'Assemblée nationale, mais il est nommé par le chef de l'État et son gouvernement. D'accord. Voilà. Oui, mais cette modification, si elle passait, est-ce que cela n'induira pas la remise de compteurs à zéro pour le président actuel, le chef de l'État, Faure Gnassingbé? Alors, moi, je pense que il y a toute une cristallisation autour de cette affaire de mandat. Et malheureusement, c'est ça qui est plus intéressant, plus important pour les uns et les autres. Non, moi, je pense que sur ce point-là, il revient aux parlementaires, c'est-à-dire que les députés qui vont voter le test, il leur revient de dire si le compteur sera mis à zéro ou pas. Donc, vous vous rappelez de ce débat sur la retour en activité de la Constitution, ainsi de suite. Moi, je pense qu'il faut mettre dans le test de la Constitution si le projet arrive à être adopté, il faut résoudre déjà ce problème-là. Donc, ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique, il faut résoudre ce problème-là. Donc, les députés qui ont fait la proposition doivent fondamentalement résoudre ce problème-là en disant si le mandat déjà exécuté est pris en compte ou si ce n'est pas pris en compte. Ils doivent le remettre au problème. Mais il fut une année, il y avait eu la commission à Wanana pour pouvoir essayer de demander, recueillir l'avis de la population par rapport à la révision constitutionnelle. Et si j'ai bon mémoire, vous aussi, vous aviez fait partie de cette équipe, vous aviez sillonné tout le Togo. Mais actuellement, tout porte à croire que les choses se passent en catimini. Voilà le mot que les acteurs politiques utilisent. Édifiez-nous. Les choses en catimini, quand c'est discuté à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est un catimini? Je ne suis pas sûr. D'autant plus que même les documents qui ne sont même pas encore adoptés sont sur la place publique. Je ne suis pas sûr que c'est un catimini. Mais si on dit que la proposition a été faite sans consultation, peut-être oui. D'accord, mais le truc est déjà sur la place publique, donc on ne peut pas parler de catimini. Mais moi, ce qui me réjouit un peu, c'est que certaines propositions que nous avions faites
à l'époque ont été remises dans le test. Voilà, parce que... Donc les parlementaires vous auraient consulté? Non, pas consulté. Ah d'accord. Ah non, on n'a pas été consulté, mais à l'époque, quand la tournée a été faite, on avait fait un certain nombre de propositions, notamment pour la moralisation de la vie publique. La moralisation de la vie publique, donc créer une autorité qui a pour mission, qui a cette mission fondamentale. Donc cette institution a été prévue et je pense que c'est une bonne chose. D'accord. L'autre question qui me vient à l'esprit, c'est que on fait cette proposition-là, ou bien on veut réécrire une nouvelle constitution à 1 an de la fin du mandat du président. Est-ce que ça voudrait pousser le chef de l'État à sacrifier les 12 mois qui lui restent? Vous savez, le Parlement, je l'ai dit tout à l'heure, quand le Parlement se regroupe dans sa formation solennelle, toute volonté contraire s'efface devant lui. C'est le souverain, il est inconditionné et toute volonté contraire s'efface devant lui. Donc cela voudrait dire que le Parlement peut décider de tout. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure par rapport à la question du mandat, le Parlement peut dire oui, le mandat en cours est comptabilisé, ou bien c'est pas comptabilisé, ou bien c'est pas pris en compte. Le Parlement peut décider de l'effet immédiat du test adopté. Donc, c'est pour ça que je dis que pour éviter les polémiques, il faut que cette disposition-là soit prévue pour couper court au débat inutile. Donc, quand le Parlement décide, je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde se plie. Voilà. Et donc, puisque c'est au nom du peuple souverain, c'est au nom du peuple qu'il serait en train de parler. Et quand le Parlement souverain parle, c'est le peuple souverain qui parle. Oui, mais les acteurs politiques qui récusent, qui dénoncent, qui s'insurgent contre cela font aussi partie du peuple, ainsi que des organisations de la société civile. La politique s'agenouille devant le droit. La politique s'agenouille devant le droit. Nous allons permettre aux auditeurs qui voudront aussi participer au débat de vous poser quelques questions dans le respect et sans grossièreté. Madame, Monsieur, 92 02 80 63 99 70 70 90. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Allô, allô? Oui, allô. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, merci. Oui, une seule question et les autres aussi vont pouvoir obtenir le temps. Allez-y. Ok. Je salue notre invité. Oui, bonjour. Je pense que on a écouté son développement. Sauf que cette assemblée-là, elle a le mandat du peuple. Le mandat est expiré le 31 décembre. Actuellement, ils exercent le mandat de l'article 62. Il y a le moral aussi, il y a la morale aussi qui parle au Togo, il y a la légitimité et l'égalité. Nous devons dire à nos directeurs qu'ils s'inspirent de la légalité et de la légitimité, de mettre la différence entre la légalité et la légitimité. Le régime, le RPC, l'Assemblée qui est là-bas est légitime purement devant le peuple. Merci. Bien noté, monsieur Pelé. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Eric. Oui, c'est Eric de Togo quand même. D'accord, la question. Joachim, je pense qu'il serait avec de voir qu'il veut faire durer autant que possible un article au pouvoir. C'est une magouille et un coup de force de leur part. Si ils pensaient, quand le président prendra le pouvoir, ils ne vont pas vouloir élever le mandat de 5 à 7 ans. Alors, je demanderai au professeur, quels sont les moyens pour une partie des députés qui veulent empêcher les autres députés de vouloir changer la Constitution. D'accord. Bien noté. Non, c'est une seule question qu'on prend en compte ce matin. Alors, nous allons permettre aussi à deux intervenants. Monsieur Gado. Allô, bonjour, Joachim. Bonjour. Professeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gado. Professeur, il y a catimini parce que le pouvoir a vu que l'opposition va debout pour briguer la majorité à l'Assemblée. C'est pourquoi ils ont tardé ça pour modifier maintenant la Constitution. Est-ce que si l'opposition maintenant a la majorité, est-ce qu'elle peut revenir maintenant sur l'ancienne Constitution? Merci, bonne journée. D'accord. Bien noté, monsieur Gado, auditeur en ligne sur le 92 02 80 63 99 70 70 90. Allô?
Bonjour, monsieur. Je suis Michel depuis la vidéo quand même. Bien, Michel, nous vous écoutons alors. Oui, je remercie l'invité pour ce raisonnement. J'aimerais lui poser 2 questions. Non, une seule. Ah, bon, ok, les principes fondamentaux qu'on nous enseigne en droit. Et ce que le professeur a dit par rapport au principe du fait que la loi s'arrête ou bien, oui, là où s'arrête sa raison d'être. Il dit que c'est pas où je voudrais lui demander les principes qu'ils enseignent. Est-ce que nous n'allons pas les utiliser ou bien ce sont des principes qui sont enseignés à l'université pour mettre dans la poche? D'accord, bien noté. Merci. Monsieur Kanidek, bonjour. Bonjour, Joachim. Oui. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Bon, moi, je crois que celui qui vient de me devancer là a posé ma question. Bon, il a écouté et le professeur Oulou. Et le professeur Oulou parle et puis il évoque les principes des droits. Il a dit que c'est écrit où. Bon, qu'est-ce que lui, il évoque? Ce que lui dit, c'est écrit où? Merci. Bien noté, Kanidek. On va accueillir le dernier intervenant. C'est Edmond. Bonjour, Edmond. Oui, Edmond certainement serait bien branché sur le Canal+. Donc, Edmond, nous vous écoutons tout de même. Oui, bonjour. Oui, Edmond certainement serait bien branché sur le Canal+. Donc, Edmond, nous vous écoutons tout de même. Oui, bonjour au professeur. Oui, bonjour, monsieur. Bon, et s'il vous plaît, professeur, est-ce que la main sur la conscience, oui, est-ce que vous êtes sûr que c'est des députés, quelques députés seulement qui ont fait cette proposition qui va passer, ou bien le chef de l'État n'est pas dedans? Et s'il est dedans, deuxième question là, et s'il est dedans, est-ce que vous trouvez qu'un putschiste invétéré peut prendre cette initiative au nom du peuple? La deuxième partie ne sera pas prise en compte puisqu'on ne doit pas faire l'apologie de quoi que ce soit, cher ami. Alors, ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale, Oui. est-ce une initiative solitaire, exclusivement émanant des députés, ou bien l'État leur aurait donné consigne quelque part? Alors, moi, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Le juriste, il raisonne par rapport à ce qu'il voit et ce qui est écrit dans les textes. Alors, selon les informations, c'est une proposition de loi. Et pour le juriste, une proposition de loi vient des parlementaires. C'est le projet qui vient du gouvernement. D'accord. Ouais. Pour Pelé, l'Assemblée nationale a le mandat du peuple, mais actuellement, il exerce le mandat de l'article 52, qui n'est plus le mandat du peuple. Qu'est-ce que vous en dites? Vous pensez que c'est logique? Alors, la constitution togolaise, elle a été votée par le peuple. Et donc, une disposition de cette constitution est acceptée par le peuple. N'est-ce pas? Et donc, l'article 52 qui est dans la constitution, c'est un article du peuple. Et le professeur Oulou disait que, et c'est la constitution qui le dit, toute autorité procède de la présente constitution. Toute légitimité. Et donc, ça veut dire que si vous êtes une autorité, vous êtes élu ou nommé suivant cette disposition de la Constitution, vous êtes légitime au point de vue de la Constitution. Maintenant, les députés en fin de mandat, la Constitution dit qu'ils restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs. Donc, c'est la Constitution qui leur permet de rester en fonction jusqu'à maintenant. Donc, ils sont légitimes. Donc, ils sont légitimes. Ah, d'accord. Alors, pour Eric, tout ce qui se passe là, selon lui, c'est un coup de force qu'on veut faire passer la constitution de 5 ans pour le mandat à 7 ans. Et il enchaîne en disant, pour lui, est-ce qu'il est possible que des députés dans l'actuelle assemblée puissent faire bloc ou bien handicaper la prospérité de cette aventure? Bien sûr. Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure. Quand le texte sera soumis au vote, il faut une majorité de 4/5. Donc vous prenez 91 fois 4 divisé par 5. Ça vous fait à peu près 76. Oui. Donc si la proposition discutée, tout cela, passée au vote, n'a pas les 76
votants, ça veut dire que si les députés ne votent pas cela à la majorité des 4/5e, la loi ne passe pas. Donc, ceux qui sont au Parlement et qui pensent qui ne sont pas d'accord, ils peuvent ne pas voter. Et donc, si on n'a pas les 76 voix qui votent pour, donc là, le test ne passera pas. D'accord. Maintenant, la Constitution dit que, à défaut des 4/5e, si on a les 2 tiers, ça veut dire on fait 91 fois 2 divisé par 3. Si on a les 2 tiers, alors on va au référendum. C'est-à-dire maintenant on soumet ce test-là à l'adoption du peuple souverain. Voilà. Et donc on attend alors ce qui va se passer au Parlement avant de voir si c'est adopté avec les 76 à peu près, les 4/5e, ou bien si c'est les 2 tiers qui l'admettent, alors on ira au référendum. Voilà. Mais en ce moment-là, est-ce que le chef de l'État, au regard des débats du tollé que cela suscite, est-ce que le chef de l'État peut souverainement décider qu'on aille plutôt au référendum et court-circuiter la procédure en cours à l'Assemblée nationale? L'article 144 dit que le chef de l'État peut soumettre, l'article 144 de la Constitution dit que le chef de l'État peut soumettre tout test au référendum. D'accord. Alors, pour M. Garot, il y a catimini par rapport à tout ce qui se fait. Pourquoi le test n'est pas versé à la place publique et que les uns les autres apprécient et qu'on recueille les avis avant qu'on aille au Parlement et le faire? Non, c'est les députés qui ont peut-être décidé de procéder autrement. Et il n'y a pas une exigence constitutionnelle ou bien écrit dans la Constitution que une révision constitutionnelle, il faut, il faut poser la question au peuple, ainsi de suite. Non, on peut... Comme la commission Awanana l'avait fait. Oui. Donc il n'y a aucune... il n'y a aucune exigence. Il n'y a aucune exigence constitutionnelle de ce point de vue. Donc on peut... Alors, si on veut l'inclusion, tout ça, on peut, ou bien on peut ne pas le faire. Donc, et monsieur Kanidek lui trouve que tout ce que vous dites, c'est écrit où? Alors, quand vous refusez au professeur Olo, en tout cas vous lui demandiez, c'est écrit où? Oui. Moi, j'ai parlé de légitimité, j'ai parlé de l'article 52, j'ai parlé de la Constitution. Alors, quand je parle de la révision, j'ai parlé de l'article 144. Quand je parle de la souveraineté, le Parlement en tant que représentant, j'ai parlé de l'article 3 de la Constitution. Quand je parle du référendum d'initiative populaire, j'ai parlé de l'article 4. Donc, où est-ce que je n'ai pas parlé de la Constitution? Mais maintenant, les principes fondamentaux que vous nous enseignez à l'université, n'allons-nous pas les utiliser? C'est ce que vous voudrez bien sûr nous enseigner, dit Michel. Voilà. Alors, un principe n'est fondamental que lorsque il se trouve dans un texte ou dégagé par un juge. Un principe n'est fondamental que lorsqu'il se trouve dans un texte ou dégagé par un juge ou consacré par un juge. Un individu ne peut pas dire que tel principe s'impose à la République. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, quand on parle de la morale, vous savez, il y a une différence entre le droit et la morale. Le droit, quand le droit s'applique à la société, à tout le monde, la morale, c'est une réflexion intérieure de la personne, de l'individu. La morale est contingente. D'accord? Et donc, on ne peut pas dire que la morale va prendre la place de la Constitution. Non. Il faut qu'on fasse la part des choses. Quand on parle de l'éthique et autres, alors où est-ce qu'il est écrit dans la Constitution que quand on veut réviser, il faut voir l'éthique, il faut voir la morale? Moi, c'est tout. Quelqu'un s'est écrit dans la Constitution, il faut que les gens me disent, oui, dans la Constitution, c'est tel article, et puis moi je me tairai. Ah, d'accord. Oui, quand vous évoquez tout à l'heure la question concernant les coups d'État ou les militaires, etc., un auditeur souligne que en ce moment-là, les militaires dissolvent toutes les institutions avant de penser à la réécriture des constitutions. Et un autre enchaîne en disant, est-ce que le régime que proposent les députés est adapté aux Togolais ou bien au Togo? Alors, par rapport aux militaires, moi je vois la question, les militaires ont quelle légitimité pour dissoudre les constitutions et mettre en place une nouvelle constitution? Aucune légitimité. C'est pourquoi on condamne toujours les coups d'État. Voilà, c'est la force qui supplante le droit. Est-ce que le régime, après tel que proposé maintenant, selon vous, est-il adapté au Togo? Alors, ce que je revois un peu dans l'exposé des motifs, c'est que quelque part, on vous dit le renforcement de la démocratie, de la séparation des pouvoirs,
l'amélioration de la stabilité gouvernementale et l'adaptation aux évolutions sociopolitiques du pays. Ça, c'est les bonnes intentions. Ça, c'est ce qui est dans l'exposé des motifs. Alors, si tout cela peut être accompli, ce serait une bonne chose. D'accord, professeur, nous sommes à la fin de l'émission. Merci à vous. Alors, c'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà. Et si tout va bien, madame, monsieur, si tout va très bien, demain, plaise à Dieu, professeur Komiolu serait également en direct ici sur votre radio afin de pouvoir également nous apporter quelques précisions sur tout ce que lui aussi il avance. Très bonne journée à toutes et à tous et merci beaucoup, Vincent Haïté, pour la coordination technique.